Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là aujourd'hui. On voit que vous vous connectez encore. Bienvenue à cette webconférence organisée par Pays Écarté de Nouvelle-Aquitaine. Donc, je suis Maïwen Oden, chargée de mission démarche alimentaire de territoire. Et je suis aujourd'hui accompagnée d'Alexia Michaud, ma collègue. Bonjour Maïwen, bonjour à toutes et tous et bienvenue. Alors, pour vous donner quelques indications sur comment va se passer le webinaire aujourd'hui, vous avez tous les micros coupés, donc vous ne pourrez pas prendre la parole oralement. Par contre, vous avez la possibilité d'utiliser deux onglets qui sont le chat pour diffuser les ressources intéressantes, vos retours d'expérience, peut-être commenter ce qui va se dire aujourd'hui. Vous avez aussi un onglet dédié aux questions. Cet onglet a l'intérêt de pouvoir permettre à chacun et chacune de réagir aux questions des autres. Ainsi, nous, on pourra voir l'intérêt que vous suscitez pour chacune de ces questions. C'est ma collègue Pauline derrière qui s'occupera de réguler l'ensemble de ce chat. Je vous invite à l'utiliser grandement. On prendra en compte ces questions tout au long de ce webinaire. Avant de commencer, je vais faire une petite présentation de Pays Écarté de Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous sommes un centre de ressources d'accompagnement au développement territorial. Notre principale mission est d'accompagner la mise en œuvre des politiques publiques, donc par la mise en réseau d'acteurs, par la diffusion d'expériences inspirantes, par la capitalisation, notamment la réalisation de publications comme la vulgarisation scientifique ou encore le travail d'analyse. Nous partageons toutes ces ressources sur notre site internet, donc vous le retrouverez dans le chat avec les fiches expérience, les articles. Vous y trouverez aussi l'agenda où vous pouvez avoir accès à l'ensemble des événements de PQNA, mais aussi du réseau. N'hésitez pas à vous y rendre et pour avoir l'ensemble des infos, ainsi que vous abonner à la lettre d'information qui sortira la semaine prochaine avec l'ensemble des ressources. Juste pour rappel, cette webconférence s'inscrit dans le cadre d'un cycle de webconférences qui s'intitule « Les élus parlent aux élus ». Et notre première conférence de ce cycle a eu lieu l'année dernière en octobre. On avait invité, pareil, deux élus pour nous parler du rôle de l'élu dans le lancement d'une démarche alimentaire de territoire. On avait autour de la table Fabienne Crière, vice-présidente du PETR du Grand Libournais et référente du PAT, et Emmanuel Leguet, président du Pays de Lille en Périgord, référent du PAT également, du coup qui nous ont parlé de comment organiser les différents échelons de l'action politique locale pour se lancer dans un PAT. Vous retrouverez l'enregistrement et les détails de cette webconférence sur notre site internet. Et aujourd'hui, donc, ce nouveau webinaire, les élus parlent aux élus également, mais c'est un autre sujet qu'on va aborder. Effectivement, on va aborder un sujet, le sujet souvent sur lequel rentrent les démarches alimentaires de territoire et les projets alimentaires de territoire quand ils se lancent, à savoir l'approvisionnement durable et local de la restauration publique et notamment des cantines. Et plus précisément, en abordant la question par où commencer, quels acteurs mettre autour de la table, comment favoriser la coopération entre acteurs. La question aussi de la pérennisation de ces démarches, notamment circonscrites dans des mandats politiques. Et enfin, la question de quelle stratégie politique choisir. Est-ce qu'on avance par des petits pas ou est-ce qu'on prend des grands engagements dès le départ et qu'on annonce au grand public? Donc, au programme, nous aurons une conférence introductive par Interbio avec Ondine Louis, donc Interbio, l'interprofessionnel de la filière bio. Ensuite, un double témoignage avec deux élus, Jackie Bonnet, élu premier adjoint au maire de la commune de La Couronne en Charente, et ensuite Marie-Emmanuelle Saintier, vice-présidente de la communauté de communes Mélois en Poitou. Ensuite, on aura une interview croisée de ces trois témoins et on répondra à vos questions avant de finir par la clôture avec l'État et la région. Donc, on aura Amandine Rebaud, responsable de l'unité circuit court à la direction de l'agriculture de la région de l'Aquitaine, et Hugues Cruz, chargé de mission alimentation au SRAL, donc service régional de l'alimentation de la DRAF de Nouvelle-Aquitaine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de cette webconférence dans la rubrique questions et non la rubrique chat. Sans plus attendre, je vais demander à Ondine Louis de nous rejoindre sur le plateau
L'association interprofessionnelle de filière bio Aquitaine, donc Interbio. C'est une association qui accompagne les acteurs agissant dans ce sens depuis maintenant plus de 20 ans. Vous avez plusieurs outils, notamment sur votre site internet, des guides pratiques et aussi la promotion de différents labels comme Territoire Bio Engagé. Je cite aussi Bio Sud-Ouest France, Val Bio Ouest et Vin Bio Équitable. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu aussi l'action d'Interbio sur l'accompagnement de ces territoires? Bonjour à tous, oui bien sûr, donc je suis Ondine Louis, chargée de mission à Interbio Nouvelle-Aquitaine. Interbio Nouvelle-Aquitaine, donc je représente aujourd'hui ma collègue Elisa Royer, qui n'a pas pu malheureusement se rendre disponible et s'excuse. Interbio Nouvelle-Aquitaine, c'est donc l'association interprofessionnelle bio régionale. On représente l'ensemble des acteurs de la filière bio et nous représentons aujourd'hui près de 300 opérateurs bio adhérents. Nous avons pour objectif le développement et la structuration des filières bio, la promotion des produits régionaux, l'accompagnement dans le développement de projets des opérateurs bio certifiés, et puis la représentation de la filière auprès des pouvoirs publics. Vous le savez, la Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région agricole de France et d'Europe, donc l'agriculture a un poids économique important. Et la filière bio a un atout, elle permet la création de richesses sur notre région. C'est la deuxième région bio en termes de surface, voilà. Et c'est également la première région de France concernant les surfaces en fruits bio. Il existe donc une offre bio régionale diversifiée en Nouvelle-Aquitaine, y compris pour la restauration collective, on va le voir. En termes de contexte, on sait que les consommateurs français sont de plus en plus exigeants en termes d'alimentation. Selon une étude de l'Agence Bio en 2022, 68% des Français disent souhaiter l'intégration de produits bio dans les écoles de leurs enfants, sur leur lieu de travail, dans les EHPAD de leurs aînés, etc. Et on sent de plus en plus de préoccupations concernant le dérèglement climatique, concernant la pollution de l'air, de l'eau. Donc finalement, l'agriculture biologique, c'est le mode de production qui répond le plus aujourd'hui à toutes ces préoccupations, puisque l'agriculture biologique, c'est un cahier des charges qui apporte des produits de qualité, sans pesticides de synthèse ni OGM, et avec un respect de la biodiversité et du bien-être animal. C'est un cahier des charges qui certifie tous les opérateurs de la filière, donc de A à Z, que ce soit les producteurs, les transformateurs, les distributeurs. Concernant la restauration collective, elle représente un levier important pour la consommation de bio. En 2019, la restauration collective en Nouvelle-Aquitaine, c'était 156 millions de repas, dont 134 millions en restauration collective publique. Donc, vous voyez que ça a quand même une importance en termes économiques. D'un point de vue réglementaire, vous le savez, la loi Egalim impose depuis le 1er janvier 2022 aux restaurants collectifs d'introduire 50% de produits dits durables et de qualité, dont 20% minimum de produits bio. Cette loi fixe des objectifs ambitieux pour permettre une transition vers une alimentation plus durable dans nos restaurants collectifs. En parallèle de ça, on a également la région Nouvelle-Aquitaine avec le pacte bio 2023-2027 qui fixe également des objectifs ambitieux. Typiquement, la région souhaite qu'à horizon 2027, les lycées de Nouvelle-Aquitaine intègrent 30% de produits bio locaux. Mais surtout, en dehors de la loi Egalim et des ambitions régionales, introduire plus de produits bio en restauration collective, alors de produits bio, mais également de produits locaux et de qualité, c'est aussi un intérêt nutritionnel, puisque les produits bio contiennent plus de vitamines, de fibres, d'antioxydants et de micronutriments. On a plusieurs études qui ont établi un lien direct entre la santé
et l'alimentation bio. Ce qu'on constate suite à ces études, c'est que les consommateurs réguliers de produits bio ont une meilleure santé que la population générale, moins de risques de maladies cardiovasculaires, moins de risques de cancer, de problèmes de surpoids et un risque moins élevé de diabète de type 2. Introduire du bio en restauration collective, c'est également un problème, enfin quelque chose de social, c'est permettre à tous les enfants, quel que soit leur milieu, d'avoir accès à une alimentation saine et de qualité. En France, ce sont près de 6 millions d'enfants qui bénéficient au quotidien d'une restauration scolaire. Et l'introduction de produits bio peut également s'inscrire dans un projet pédagogique sur l'éducation au goût. Donc finalement, en tant qu'élu, en introduisant plus de produits bio, de produits locaux, de produits de qualité dans les cantines de vos écoles, de vos crèches, etc., vous permettez une démarche responsable, une démarche globale qui permet à la fois de préserver la santé de vos citoyens, mais aussi la préservation de l'environnement et le développement de votre agriculture locale. Donc, c'est vraiment une démarche globale. Si on se concentre sur la part du bio en restauration collective, la loi Egalim, pour l'instant, on n'y est pas, puisque selon une étude de 2021 qui a été basée sur des réponses d'une enquête sur le site Ma Cantine, il y avait 6,6% de bio dans les achats des restaurants scolaires. Alors, ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, puisque cela représentait uniquement 10% du panel de restaurants collectifs. Mais c'est quand même une première donnée qui montre qu'il reste du chemin à parcourir. Pour autant, il ne faut pas se décourager. On va avoir 2 exemples inspirants. Donc, vous allez voir qu'introduire des produits bio locaux de qualité en restauration collective, c'est possible. Ça se fait par étapes, progressivement, mais c'est possible. Interbio Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires peuvent vous accompagner dans cette démarche et notamment pour introduire plus de produits bio locaux ou régionaux. On parle de relocalisation des achats. Notre force, c'est qu'on a la connaissance des filières bio régionales et également la connaissance du fonctionnement des collectivités et de la restauration collective. Finalement, on connaît l'offre et la demande, et ça, c'est un atout. On travaille avec ces différents acteurs et on peut donc leur permettre de se rencontrer déjà. Et j'en profite pour dire que ce sera le cas à Saint-Junien le 18 octobre, puisqu'on a un salon de fournisseurs. On a également des conférences, des ateliers, des démonstrations culinaires, mais en tout cas, l'idée, c'est dans un premier temps de permettre aux acheteurs et aux fournisseurs de se rencontrer. Donc voilà, pour les habitants de Haute-Vienne et départements limitrophes, n'hésitez pas à nous rejoindre le 18 octobre. Voilà, en tout cas, sur la recherche de fournisseurs, Interbio peut vous accompagner, mais sachez que en tant qu'élu, vous pouvez déjà démarrer la démarche sur vos territoires. J'aurais envie de vous encourager à regarder l'offre locale, l'offre bio qui existe, puisque, alors, on parle de producteurs, mais pas uniquement. Vous pouvez également regarder tout ce qui est groupement de producteurs, plateformes, grossistes, parce qu'il y a aussi des grossistes qui travaillent avec des producteurs locaux. Donc, c'est intéressant de regarder un petit peu tous les acteurs qui existent, parce que finalement, on aperçoit qu'il y a souvent une méconnaissance d'un côté et de l'autre. Parfois, les communes n'ont pas conscience de leur potentiel en termes de producteurs qui peuvent fournir la restauration collective. Et à l'inverse, parfois, les producteurs ne se rendent pas compte des collectivités qui pourraient et qui voudraient travailler avec eux. Donc, voilà, c'est vraiment important que ces acteurs-là se rencontrent, même si ça ne débouche sur rien, mais au moins de savoir l'existence sur son territoire. Alors, bien sûr, ça, c'est le point de départ en général des démarches de PAT, mais tout le monde n'est pas forcément dans une démarche de PAT. Donc, quelle que soit voilà, votre commune, vous pouvez engager ce travail-là. Et l'idée ensuite, si vous arrivez à travailler avec des producteurs locaux, c'est de travailler sur une planification des achats
pour que ce soit plus facile. En fait, l'idée, c'est que vous preniez conscience de la situation et des contraintes des fournisseurs et qu'à l'inverse, eux se rendent compte également de vos contraintes en cuisine, de votre fonctionnement, et c'est ça qui pourra permettre un vrai partenariat gagnant-gagnant. Et parfois, on voit même des producteurs qui n'étaient pas prêts à livrer la restauration collective et qui finalement, à force de voir qu'il y a des collectivités autour d'eux qui sont prêts à jouer le jeu, qui sont prêtes à s'engager, eh bien, ils finissent par y aller parce qu'en plus, ça permet pour eux de diversifier leurs débouchés. Je reviens sur l'accompagnement que peut faire Interbio Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires. On peut intervenir sur la recherche de fournisseurs, mais pas uniquement. On peut aussi accompagner les collectivités sur la maîtrise des coûts, du budget, sur la gestion des achats et notamment la gestion des marchés publics, mais également le suivi des achats. Voilà, c'est également important. Et puis, on peut faire également des formations, voilà, avec des partenaires qui font des formations sur les techniques culinaires, par exemple, en cuisine. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on peut adapter la méthode à chaque territoire. On travaille avec de nombreux territoires. Ça va d'une commune à une communauté d'agglo, à une métropole. Voilà, typiquement, je parlais de la Haute-Vienne tout à l'heure. Limoges Métropole est une collectivité qu'on suit depuis quelques années. Donc, voilà, sur un territoire, on peut vraiment faire à la fois de l'accompagnement individuel de communes, mais aussi des actions plus collectives comme des journées d'échange, des formations, etc. Une fois tout ce travail accompli, la récompense, c'est le label. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau quand vous avez fourni des efforts et que vous avez introduit des produits bio. Donc, le label Territoire Bio Engagé, c'est la première démarche de labellisation bio des collectivités territoriales proposées en France. Donc, ça permet de valoriser votre collectivité, mais aussi les efforts de vos équipes de cuisine. Et ça, c'est important parce qu'elles restent souvent dans l'ombre. Donc, voilà, ce label a vocation à valoriser ces équipes, mais également à partager les bonnes pratiques et à montrer aux communes autour de vous, aux autres collectivités, que introduire des produits bio locaux en restauration collective, c'est possible. Ce label, il récompense les collectivités qui introduisent au minimum 22% de produits bio en restauration collective et il récompense également des collectivités qui ont une surface agricole de 15% de bio. Ça, c'est pour la partie surface. Vous pouvez être doublement labellisé si vous atteignez ces deux objectifs. Donc voilà, en tout cas, nos labellisés territoires bio engagés, ce sont finalement des ambassadeurs de la bio et ça n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les deux collectivités qui vont témoigner leur expérience sont toutes les deux labellisées. Pour terminer, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons aujourd'hui 267 lauréats du label, dont 178 sont labellisés sur la partie restauration collective. On les remercie pour leur engagement et on espère que vous, derrière vos écrans, vous serez les prochains labellisés. Merci beaucoup. Je vais demander à justement nos deux territoires qui vont aujourd'hui intervenir. Donc on a Monsieur Jackie Bonnet, élu premier adjoint de la commune La Couronne, et Marie-Emmanuelle Sentier, vice-présidente de la communauté de communes de Mélois en Poitou. Deux territoires justement qui font exemple aujourd'hui à nos propos. Voilà. Et on va commencer sans plus tarder du coup avec Monsieur Jackie Bonnet. Merci beaucoup d'être là avec nous et d'être venu depuis la Charente. Vous êtes élu depuis 2008, premier adjoint au maire de la commune de La Couronne, donc une commune de 8000 habitants. Vous avez commencé par l'éducation et le budget et aujourd'hui vous vous occupez de plans d'adaptation au changement climatique. Donc dans cette commune, on compte 3 restaurants collectifs publics et vous connaissez bien Interbio puisque vous êtes labellisé territoire bio engagé depuis 2016 et vous portez notamment l'ambition d'avoir du 100% bio dans vos cantines. D'ailleurs, vous en êtes plus très loin.
Donc, on peut commencer par peut-être, si vous pouvez nous dresser un portrait de la commune de La Couronne et pourquoi est-ce que quand on parle de La Couronne, on pense, enfin, en tout cas, on pense souvent à l'alimentation bio, durable, engagée. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Oui, La Couronne, c'est une ville assez particulière, tout simplement parce qu'elle a un passé industriel. Et en 2008, on avait déjà perdu des emplois industriels, et puis il y a une industrie forte qui est en train de disparaître, qui s'appelle Lafarge. Alors maintenant, Holcim Lafarge. Mais la ville de La Couronne s'est aussi développée autour de ça. Et cette usine, elle est adossée à une abbaye du 12e, 13e. Vous voyez un petit peu la juxtaposition. Cette abbaye a aussi contribué avec les moines à l'époque à quelque part aménager la ville. Ils ont asséché des marais, ils ont modifié la vallée de la Bohème, hein, qui est un cours d'eau qui se jette dans la Charente. Et donc, cette commune, c'est une commune ouvrière. Et on a perdu des milliers d'emplois industriels au fil du temps. C'est une commune qui, depuis 2008, se paupérise. Et là, on est confronté d'ailleurs aujourd'hui à un vrai problème, c'est les taxes qu'on va perdre avec l'arrêt Lafarge. Voilà, sur un budget de fonctionnement d'à peu près 9 millions d'euros, on va perdre plus de 700 000 euros de taxes. Par contre, on a une vraie dynamique. Alors ça, on va dire, on est traversé par une 4 voies aussi, la nationale 10. La ville est pratiquement coupée en deux par l'axe ferroviaire Bordeaux-Paris. L'usine Lafarge a contribué à creuser beaucoup de trous avec les carrières qui ont été remplis pour certaines de déchets. Donc la commune de La Couronne avait une image aussi quelque part de poubelle de Grand Angoulême et de la Charente. Donc ça, c'est un peu le côté sombre. Le côté lumière, c'est plutôt on est traversé par 3 vallées. On a fait faire un atlas de la biodiversité. On a une biodiversité riche à préserver. On a une population qui est diversifiée aussi de par les origines ethniques, les niveaux de ressources, et on s'en fait une force. Donc ça, voilà, on essaie de surfer là-dessus, et c'est pour ça qu'on a décidé, nous, de mener une politique avant tout sociale, environnementale, aussi bien sûr, économique, parce que il faut essayer de retrouver des emplois. Donc on est assez dynamique là-dessus. Donc voilà un petit peu la configuration de cette collectivité. On fait partie de l'agglo d'Angoulême, 140 000 habitants. Depuis 2017. Voilà, donc une commune qui a un réseau associatif aussi très développé, beaucoup de vie sociale. Voilà, donc du coup, on est vraiment, nous, sur le plan éducatif, très, très axé là-dessus. Et bien sûr, la restauration scolaire fait partie de ça. Merci beaucoup de nous avoir dressé un portrait, je reprends vos termes, un clair-obscur un peu de la commune de La Couronne. Du coup, vous êtes territoire bio-engagé aujourd'hui, vous êtes aussi certifié en cuisine niveau excellence par EcoCert. Comment est-ce qu'on en arrive jusque-là? Vous êtes élu depuis 2018. Quel a été le chemin parcouru? Oui, alors, avant de parler de chemin, moi, j'ai plutôt parlé de direction. Le chemin, on peut le prendre dans plusieurs sens. Oui, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, depuis 2008, on s'est vraiment emparé de problématiques de durabilité. Et donc, c'est quelque part le fil conducteur. J'aurais pu vous parler tout à l'heure on a un pôle d'échange multimodal, donc du coup, on va avoir des arrêts TER qui vont pouvoir nous emmener sur Bordeaux, venir à vélo. Voilà, donc ce qu'on appelle l'intermodalité. Voilà, on est vraiment sur plein de champs avec quelque part une volonté aussi d'égalité, d'équité sociale. C'est important, et aussi de participation de l'ensemble des acteurs. Nous, on n'a jamais rien imposé. On a toujours, effectivement, montré une direction. C'est vers là qu'on veut aller. Plus de sobriété, plus, entre guillemets, de développement durable. Mais on a toujours essayé d'embarquer tout le monde avec nous et de réfléchir ensemble avec les associations, avec les salariés, avec les entreprises. Et donc, oui, ça a été un travail quelque part très, très progressif. On est parti pratiquement de zéro en 2008. Et puis, on s'est dit, alors là, j'ai parlé de l'approvisionnement, on s'est dit, on va y aller sur quelque chose de symbolique, qui est le pain. Le pain, dans la façon de s'alimenter en France, c'est quelque chose d'important. Et donc, on a commencé par introduire du pain bio. Je reviens sur ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on a essayé de connaître un peu le tissu socio-économique en termes de production agricole. Voilà, on a eu des échanges avec un certain nombre de producteurs. On s'est fait accompagner. Alors à l'époque, c'était pas Interbio parce que c'était au niveau du Poitou-Charentes, qui nous a vraiment, ça a été vraiment le premier partenaire de notre collectivité. On a essuyé des plâtres, on a défriché.
Et puis, petit à petit, on s'est dit, voilà, on va pas faire de révolution, on va essayer d'y aller marche par marche. Et je pense que c'est ce qui est notre force, de faire participer l'équipe cuisine. Voilà, moi, par moment, comment dire, un peu rongé mon frein, en me disant, ça va pas assez vite. Mais cependant, j'ai été à l'écoute, moi, du gestionnaire, des salariés. On a mis en place beaucoup de formations. Et donc, du coup, tout le monde s'est emparé de ça, les parents d'élèves, les enseignants. Là aujourd'hui, chaque mois, il y a une classe de l'école élémentaire qui prépare un menu qu'on intègre dans notre grille de menu. Donc du coup, c'est aussi, voilà, on va bien au-delà du rôle nourricier. On a un rôle éducatif important. Ça a été dit tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, l'objectif pour nous, élus, et puis bien sûr pour l'équipe de restauration, c'est qu'à partir du moment où on avait franchi une marche, c'était de surtout pas la descendre. Voilà. Et donc, on stabilisait et on continuait. On a commencé avec un petit peu plus de 20% de bio. On est aujourd'hui arrivé donc sur le dernier audit d'EcoCert, on était donc sur 2022, on est à 82%. Et on a démarré là sur 2023 avec 16 lots bio. Alors par moment, on a des petites ruptures d'approvisionnement, mais on n'est pas loin du 100%. On fait partie aussi d'un réseau. Alors ça aussi c'est important, hein, c'est-à-dire que certes on a quelque part un peu défriché le terrain, mais on a été accompagné et on s'est mis dans des réseaux. On a parlé d'Interbio tout à l'heure. On fait partie aussi d'un réseau national qui s'appelle 1+Bio. Moi, j'invite les collectivités aussi à aller sur le site d'1+Bio. C'est une association nationale. Alors, je suis rentré au conseil d'administration il y a pas longtemps. Voilà, mais ça permet effectivement, c'est un réseau qui s'est beaucoup emparé de l'approvisionnement bio des restaurations collectives, mais qui va bien au-delà. Vous avez parlé tout à l'heure de PAT. Et on est effectivement dans cette logique-là, c'est-à-dire on parle d'agriculture, on parle du manger ensemble, on parle de démocratie alimentaire. On pourrait se poser beaucoup de questions aujourd'hui sur le lien entre l'agriculture et l'alimentation. Qui décide aujourd'hui de ce qui est produit, comment c'est produit et ce qu'on mange? Là, pour moi, il y a un vrai problème démocratique. Donc, du coup, recentrer sur la couronne, voilà, on essaie justement de ramener du sens, de l'humain dans tout ça. Voilà, et on est en lien là aussi en termes de développement avec une structure qui s'appelle Paysans Charente Bio. Donc, ce sont des maraîchers charentais là, qui se sont associés. On est en train de finaliser un marché avec eux, un vrai engagement sur la durée. Et puis, on essaie de faire des cercles concentriques, nous, en termes d'approvisionnement. Alors, on fait partie de Grand Angoulême qui développe un PAT pas assez vite, à mon avis, avec pas assez d'ambition. Mais cependant, nous, on est aussi attentifs sur le foncier. Je vous ai parlé de Lafarge tout à l'heure. L'usine Lafarge était le plus gros propriétaire foncier de la couronne. Donc, on a récupéré une partie du terrain. Donc, on a repéré des terres qui pourraient être dédiées au maraîchage. Voilà. Je parlais d'1+Bio tout à l'heure. Il se penche aussi sur les notions de régie agricole municipale ou intercommunale. Alors, on réfléchit à ça. C'est pas forcément le bon modèle pour nous, en tout cas en ce moment avec nos problématiques budgétaires. Mais là aussi, ce sont des choix. Hein. À un moment donné, même quand on est un peu ric-rac au niveau budget, nous, on a décidé de ne pas rogner sur l'alimentation et d'en faire, au contraire, un vrai levier social et un vrai levier de développement local. Voilà. Merci beaucoup. Juste petite précision, quand on dit 82% de bio, c'est en termes de quantité ou en termes de valeur à l'achat? C'est en termes financiers. D'accord. Okay. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant justement par rapport à ça, le label EcoCert est intéressant puisque c'est vrai que Interbio s'attache, même si ça se développe, il y a de l'accompagnement sur la formation, etc. On est sur l'approvisionnement. Le label en cuisine, on touche à plein d'items. J'ai avec moi là, un petit document, je ne sais pas si on le voit ici, là. On s'est emparé d'une chose, hein, c'est l'exposition des jeunes enfants aux perturbateurs endocriniens et autres molécules préoccupantes. Voilà, c'est un tout. On a supprimé le plastique depuis longtemps. On a modifié aussi nos pratiques en termes de produits d'entretien. On a des protocoles de nettoyage maintenant. On utilise 6-7 produits qui sont tous écolabellisés, beaucoup de rinçage à l'eau. On a gagné en ergonomie du travail. Enfin voilà, quand je vous parlais de social, c'est ça aussi. J'en parlais tout à l'heure. C'est pas que de l'approvisionnement. C'est pas qu'une activité agricole. Ce n'est pas que s'alimenter. Voilà, et c'est ce rôle aussi qu'on a éducatif auprès des enfants, de protection de la population et puis d'accompagnement des familles. On tient beaucoup à ça. On a une commission restauration aussi qui est très ouverte.
Bien sûr, il y a le personnel qui est là, les élus, mais aussi les enseignants, les parents d'élèves. Et on l'appelle commission restauration, non pas commission menu. C'est-à-dire on ne fait pas que valider les menus. On fait des points d'actualité, on discute justement d'éducation, du comportement des enfants. On a un taux d'encadrement très fort sur les maternelles. Un adulte pour 8 sur le temps de repas. On est à 1 pour 20 sur l'élémentaire. Donc ça aussi, c'est un choix. Ça coûte. Mais cependant, si on veut vraiment être logique aussi sur le plan éducatif, il faut aussi s'en donner les moyens et quelque part faire des choix. Merci beaucoup. J'espère que ça suscite beaucoup de questions. En tout cas, ça m'en suscite beaucoup. Mais on va bientôt passer à l'autre témoignage, mais peut-être rapidement, est-ce que vous pouvez nous parler du futur et quels sont les objectifs que porte la commune de La Couronne et quelle direction vous souhaitiez prendre pour atteindre ces objectifs-là? Oui, alors, vous l'évoquiez tout à l'heure. On est élu pour un mandat. Bon, enfin, je sais pas si c'est une chance, mais j'en suis à mon 3e mandat. Donc du coup, quand on était parti en 2008, on était sur un projet, on avait dit 2008-2020. Donc voilà, et quelque part, je pense qu'on a réussi, au moins au niveau des techniciens, à faire en sorte qu'ils adhèrent. La question du sens, la formation, ils savent pourquoi ils embauchent le matin et on pourrait parler des espaces verts, des services techniques. On a développé une vraie culture dans nos services. Donc j'ai envie de dire que s'il devait y avoir un changement de mandature, en tout cas, il y a un cap qui a été donné très fort, des équipes de salariés qui sont engagées là-dedans. Donc voilà, et du coup on a pu continuer sur 3 mandats, ce qui fait que c'est vrai que ça facilite les choses. Il y a une vraie continuité, c'est toujours le même maire. Moi je suis parti avec lui, on est quelques-uns à être restés sur ces 3 mandats, alors bien sûr avec du renouvellement. Donc notre objectif, il est effectivement d'arriver à 100% de bio. Alors on est hors poisson dans les calculs, sachant qu'on est très très vigilant sur le poisson. Donc voilà, c'est ça, et c'est surtout d'arriver à faire le plus local possible. On est allé bien au-delà de la loi Egalim, puisqu'on a 2 repas végétariens par semaine. Ces 2 repas, on utilise beaucoup les protéines végétales et les plus locales possibles. On travaille avec les fermes de Chassagne, c'est dans le Nord-Charente. Alors historiquement, ils ont développé la culture de céréales, mais particulièrement de légumes secs. Donc on travaille avec eux, on est vraiment sur du très local, mais on va encore plus le localiser. Pousser à la roue Grand Angoulême pour que l'ambition du PAT soit beaucoup plus marquée. Et puis quelque part, c'est au travers de notre restauration collective, je disais tout à l'heure, c'est d'embarquer la population, c'est de faire en sorte aussi que la plupart tous les habitants puissent avoir accès à une alimentation saine. On travaille avec le centre socio-culturel et sportif de La Couronne, ils ont un secteur famille, on fait de l'accompagnement, là aussi on a un appartement pédagogique. Voilà, et donc on multiplie les partenariats pour justement faire tache d'huile et faire en sorte que ce projet il sort de la restauration collective et qu'il embarque le plus de monde possible et de recréer une économie locale autour de ça. Merci beaucoup. On va passer tout de suite au témoignage de Marie-Emmanuelle Saintier, vice-présidente de la communauté de communes Mélouin-Poitou. Donc pareil, vous êtes engagée politiquement depuis 2008 également, donc vice-présidente maintenant à la communauté de communes sur un territoire lui aussi labellisé bio-engagé. Vous êtes aussi Mon Resto responsable. On pourrait nous en dire quelques mots. Cela fait de nombreuses années que la communauté de communes travaille à cet approvisionnement en produits bio, locaux, comme en témoigne aussi la plateforme Mangeons Mélois qui fête ses 15 ans cette année. Même question, quel est le portrait de la communauté de communes? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés pour qu'on sache un peu d'où vous venez? Pas du tout la même approche que la Couronne en termes de territoire. Nous sommes un territoire très rural, situé au cœur du Poitou-Charentes, au sud de Sèvres, un territoire très peu dense avec 48 000 habitants et des communes de 80 à 6 000 habitants. Au niveau agricole, puisque c'est la thématique du jour, on a 919 exploitations, 8% bio, filière céréales, production animale, mais 2 filières qui ressortent du lot avec le chanvre et la filière caprine. Si on s'approche de notre dispositif Mangeons Mélois,
Aujourd'hui, il y a 45 écoles qui adhèrent à ce dispositif, des écoles communautaires et des écoles communales, puisque la particularité de Mélouin-Poitou, c'est d'avoir gardé la compétence scolaire, mais toutes les communes n'ont pas pris cette compétence. Ça a un rôle dans les années où on a mis en place ce dispositif. Adhèrent aussi au dispositif 4 haltes garderies et toutes les accueils collectifs de mineurs, c'est-à-dire les centres de loisirs du mercredi, des petites vacances et des grandes vacances. Ce qui fait qu'on est à peu près à 410 000 repas par an et en moyenne 2800 repas par jour. Voilà, et puis on a 34 cantines, des cantines complètement différentes, une cantine centrale, des cantines satellites, dérogataires et des cantines directes. Et puis adhèrent au dispositif 28 producteurs locaux, alors plus ou moins parce qu'on en rattrape certains, quelquefois il y en a qui n'y arrivent pas, qui arrêtent, mais voilà, 28 et plus, puisqu'on doit passer de nouveaux contrats avec certains producteurs locaux. Et justement, la plateforme Mangeons Mélois, peut-être que vous pouvez nous en parler un peu plus, qui fête ses 15 ans. D'où est née cette initiative? Comment ça fonctionne avec les agriculteurs, justement? Alors, tout simplement, en 2008, au démarrage du mandat, on a une élue qui nous a interpellés en disant « Je ne comprends pas pourquoi mon mari, qui a des bovins, ces bovins n'alimentent pas la cantine de mon école. » Voilà. Tous les élus se sont posés les questions. On est parti de là-dessus. Et à l'époque, la communauté de communes Mélouin-Poitou, c'était 4 communautés de communes. Et il y en avait une qui avait déjà la compétence scolaire, celle où j'étais déjà vice-présidente en charge du scolaire et de la restauration. Et donc, nous, on a commencé à tester, en fait, en regroupant nos 12 cantiniers à l'époque. Et je parle de cantiniers parce que maintenant, ce ne sont plus des cantiniers, c'est des cuisiniers. Donc, on a démarré avec quelques produits qui sont arrivés dans les écoles, avec 2 écoles qui coupaient les tomes de fromage et puis ça repartait. Et puis des producteurs qui faisaient le tour des écoles. Donc, ça faisait quand même 90 km pour faire le tour des écoles. C'est la différence avec la couronne. Ouais. On est, nous, en milieu rural. Et donc, on a très vite arrêté. On a tout de suite changé la logistique. C'était plus possible. Enfin, on ne pouvait pas aller dans une école de 2 classes pour poser 2 bottes de radis. Voilà, pour les maraîchers, entre autres, qui est comme le métier le plus compliqué pour eux, leur imposer de faire ces kilomètres là. Donc, on a récupéré un des véhicules de portage de repas qui a été utilisé que le matin pour faire la tournée l'après-midi dans les différentes écoles. Et puis, en parallèle, Mélouin-Poitou n'existait pas encore, c'était le pays mélois. Ils ont réalisé une étude pour voir si effectivement il y avait un intérêt à travailler sur cette filière qui met en lien les agriculteurs et la restauration hors domicile, ce qui a été validé, je crois, en 2010 ou 2011 ou 2012. Donc, le Mangeons Mélois a été créé à ce moment-là, officiellement, il a porté ce nom-là, et du coup, il y a des cantines qui se sont rajoutées, des communes qui se sont rajoutées au dispositif, et puis après, on a une fusion de communes en 2017, on perdure dans la compétence scolaire qui a un intérêt, puisque les agents étant communautaires, dès le départ, on les a réunis pour élaborer des menus en commun et pouvoir passer des marchés avec les agriculteurs. Voilà, et aujourd'hui, nous sommes à donc 44 cantines adhérentes au dispositif, avec un changement de logistique, puisque au fur et à mesure que les années ont passé, plus on avait de producteurs, plus on avait de cantines, plus il a fallu qu'on adapte la logistique pour que ça puisse fonctionner. Donc ça grandit, ça fonctionne aujourd'hui. Et justement, avec du recul, quels sont les points clés qui ont favorisé cette réussite et quels sont aussi les points que vous avez rencontrés qui ont été peut-être des difficultés dans la mise en place de ce projet? Une des plus grandes difficultés, c'est les marchés publics. Je vais commencer par les difficultés. Ça marche, on finit par le positif. Voilà, pour finir par le positif. C'est difficile pour des producteurs locaux, pour des agriculteurs, de rentrer dans cette obligation des collectivités d'avoir des marchés publics. Et quand on est une grosse collectivité, on a cette obligation. Donc, nous, on a 3 types de marchés. On a un marché global avec les produits qu'on n'a pas trouvés sur le territoire, ou avec les produits au départ, où on n'avait pas passé de marché avec les producteurs. On n'avait pas trouvé le producteur qui voulait venir vers nous. Donc, on avait une douzaine de lots à la base, des fruits en gros, le poisson, parce qu'on n'est pas au bord de la mer, on ne pourra pas avoir de poisson, les légumes, les volailles. Et au fur et à mesure, on a glissé ces marchés-là vers un marché plus alloti. Là, on travaille beaucoup avec la plateforme Resalis, qui est sur notre département 79, qui regroupe des producteurs locaux et qui ont une logistique interne au département. Et ensuite, on a du gré à gré avec nos agriculteurs.
Les réussites, alors l'autre difficulté, on en a parlé tout à l'heure avec vous, c'est aussi le menu végétarien. Ça a été imposé à un moment par l'État, et finalement c'est très bien. Voilà, il faut aller vers les menus végétariens. On a beaucoup de formations qui sont faites pour nos cuisiniers, pour apprendre à cuisiner, pour avoir des idées de recettes. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, ces menus végétariens, le coût est moins important. Si on est à 2,10 sur un menu standard, on est à 1,80 un menu végétarien, et donc ces 30 centimes d'écart, ça permet de mieux payer nos producteurs locaux au juste prix. Voilà, donc on a par exemple une association qui s'appelle Nourrir l'avenir, qui fait des formations, les pieds dans le plat. Ils sont intervenus la semaine dernière dans une cantine pour retravailler les menus végétariens et apprendre par exemple avec le jus des haricots rouges à faire du blanc et donc des mousses au chocolat. Donc c'est des produits qui sont amenés aux enfants, qui sont très bons et qui ont un moindre coût pour la collectivité. Vous me demandiez pour les réussites. Oui. Donc, c'est justement d'aller vers ces menus végétariens et aussi de passer le message aux élus. Parce que c'est pas encore évident pour tout le monde d'aller vers des menus végétariens. Tout le monde parle encore beaucoup de viande. Donc pourtant, faut aller là-dessus. Notre réussite, c'est tout le lien entre les cuisiniers et les producteurs locaux. On les rencontre régulièrement. Ils sont venus au départ nous amener leurs produits, ceux qui démarraient sur des fabrications de yaourts, pour faire goûter directement aux cuisiniers si les yaourts étaient sucrés, pas assez sucrés, aromatisés, pas trop liquides. Voilà, si on pouvait l'amener aux enfants, si les carottes pouvaient passer dans les machines aussi, ça c'était tout le travail de démarrage. Et puis maintenant, on a beaucoup moins de retours des cuisiniers. Ils sont vraiment, ça se passe très bien. Et nous allons, une fois par an, avec les cuisiniers, visiter les producteurs locaux. Donc, il y a vraiment un lien et une émulation à la fois des cuisiniers et à la fois des producteurs locaux. L'autre réussite, c'est toujours en termes de formation. C'est vrai que quand il y a eu la période Covid, il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé. Et on a des chefs cuisiniers qui sont arrivés, qui ont postulé et qui sont intégrés et qui travaillent dans nos cuisines. Et ça a monté aussi le niveau de nos cuisiniers. Il y a vraiment des formations en interne avec eux et un aller-retour avec ces personnes qui, au tout démarrage dans les écoles, n'avaient pas forcément de formation pour être cuisiniers, qui ont glissé d'un temps de garderie à un temps de surveillance de cours, se sont trouvés sur un poste de cuisine et qui, effectivement, ont démarré en 2008, peut-être pas partout, mais en majorité, en ayant la facilité d'ouvrir des boîtes de conserve. Et aujourd'hui, au bout de 15 ans, effectivement, on leur demande des vrais cuisiniers. Et donc, la formation, elle est très importante. Donc, la réussite, c'est la formation de nos agents. La logistique a été mise en place au fur et à mesure, parce qu'avec les fonds leaders, on a acheté 2 grands frigos, on a centralisé pour les producteurs l'arrivage des matières premières. Et on a des caissons, et c'est nous qui assurons la logistique pour repartir dans toutes nos écoles. Ok, donc il y a un gros rôle là de la communauté de communes. C'est là qu'elle permet de faire tout ce lien aussi, de par aussi la plateforme du coup Mangeons Mélois, et il y a un réseau qui est créé. On va aussi parler futur, on va parler un peu objectif que porte la communauté de communes. Quelle est quelle trajectoire, quelle direction est-ce que la communauté de communes va prendre pour atteindre les objectifs cités? Alors, on a un projet alimentaire de territoire, comme beaucoup de collectivités, mais qui est plus axé sur l'aide aux agriculteurs. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est en circuit court qu'avec le scolaire, mais on pourrait aller vers les EHPAD, et ça, ce n'est pas encore fait. Donc, quand on monte un projet de circuit court alimentaire, au fur et à mesure que l'on a de plus en plus de repas, à côté, il faut qu'il y ait de plus en plus de producteurs locaux et qu'eux aussi s'adaptent à notre demande. Donc, c'est là où il faut que les collectivités jouent le jeu de savoir attendre et de savoir aller vers eux pour voir ce qu'ils ont besoin et voir qui peut faire quoi. Les agriculteurs aussi, de leur côté, doivent avoir des filières pour pouvoir produire et trouver, le cas échéant, quel collègue peut aider pour alimenter la restauration. Donc, on a un PAT pour aider les agriculteurs. Nous, on poursuit la formation de nos cuisiniers. On a un grand travail aussi, comme mon collègue, auprès des enfants,
On va intervenir sur les temps d'activité périscolaire, parce que nous sommes toujours avec des TAP sur 4 jours et demi, pour aussi élaborer des menus avec eux, pour leur apprendre le goût de différents produits qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il y a des légumes qu'on ne mange quasiment plus. Le chou chinois, c'est pas connu, le fenouil, c'est pas connu. Voilà, il y a plein de choses qu'on ne mange plus. Et puis, l'évolution aussi, pour nous, c'est 2 choses qui me tiennent à cœur. C'est la création d'une légumerie, parce qu'aujourd'hui, tous les produits, je vais parler du maraîchage, mais tous les légumes arrivent dans nos cantines et tous les cuisiniers tournent le robinet pour nettoyer les légumes. Donc, il y a une perte d'eau, un gâchis d'eau. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une centralisation avec une légumerie pour nettoyer les légumes. Alors, c'est pas forcément les couper en rondelles, parce qu'on veut quand même que les cuisiniers travaillent, c'est leur métier, mais voilà, c'est au moins pour que ça soit propre. Et la deuxième évolution qui est importante aussi, à mon sens, c'est une conserverie, parce qu'il n'est pas possible, quand on demande aux producteurs locaux d'avoir de plus en plus d'hectares en maraîchage cultivés pour nous, de ne pas prévoir, le jour où il y a un surplus de légumes, de pouvoir les conserver nous-mêmes. Donc l'idée, c'est d'avoir une conserverie avec des bocaux de verre, c'est ce qui est mis en recyclage, pour pouvoir avoir la surproduction d'été, là où toutes les écoles sont fermées, pouvoir mettre en bocaux et redonner aux enfants l'hiver sous forme de soupe, de sauce. Voilà. Mais de gros projets qui me tient à cœur. Ok, chouette, c'est super intéressant. On a 2 profils du coup, donc un territoire communal, territoire de 86 communes. 62, mais 62, pardon, C'est je pas mélange grave. les chiffres. Non, vous avez- 62 communes, c'est un peu plus petit, mais ça reste gros quand même. Pardon. Il y a plusieurs, donc merci beaucoup pour ce témoignage. Il y a plusieurs questions qui sont posées dans le chat. On va s'en saisir maintenant avec l'interview croisée. Donc peut-être, je sais qu'il y avait plusieurs questions qui étaient posées, notamment sur le calcul du pourcentage, sur alors. Peut-être commencer par des questions de précision, notamment combien de repas dans servis et qui est le public bénéficiaire. Ça a été un peu évoqué, mais peut-être repréciser pour les 2 territoires. Oui, du coup, pour la Couronne, on fournit de la petite enfance, on a une maison de la petite enfance jusqu'au CM2, plus les accueils de loisirs. Donc, on a une capacité à peu près de 600 repas jour. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une question aussi concernant les coûts. Alors, là aussi, le coût denrée, allez, c'est vrai qu'il y a quelques augmentations, on va dire que c'est un quart, 25%. On est à peu près autour de ça. Donc, ça veut dire que on travaille aussi sur les 75% restants, les énergies. On est en liaison froide, nous, aujourd'hui. On va faire la bascule sur la cuisine en direct et sur une liaison chaude. Voilà, c'est travaillé, c'est anticipé, l'équipe a travaillé dessus. Donc, on a un coût de revient repas qui est autour de 11 €. Combien il est vendu? Ça dépend. On a mis en place, on a passé une convention avec l'État dans le cadre du plan pauvreté, tarification à 1 €. On a même le centre communal d'action sociale qui peut même intervenir sur ce 1 € dans des situations très difficiles. Et on a 65, sur un quotient familial, ça va parler certainement aux élus, mais sur un quotient familial de maximum de 1 300 €, on a 65% des familles qui en bénéficient à la Couronne. Donc, alors l'État nous reverse 3 € de mémoire, voilà, et sachant que 11 €, faites la différence sur 600 repas jour, ça fait une petite ardoise à peu près de 600 000 € par an. Voilà, nous on estime que c'est l'impôt solidaire, le service public qui contribue à ça. Le gaspillage alimentaire rentre là-dedans, parce qu'il y avait une question, là, j'ai vu sur l'écran, une question qui concerne ça. On est aujourd'hui, nous, on a un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, mais depuis très très longtemps. On l'a mis en place en 2010-2011. On l'a renforcé, les enfants sont impliqués dedans, on a des tables de tri aussi. Et on est autour de 50 grammes. La moyenne nationale tourne autour de 120, 115, 120. Par repas et par enfant, ouais. Okay. Donc on est bien en dessous, on est en dessous de la moitié de la moyenne nationale. On ne va pas s'arrêter là. Ce que je disais tout à l'heure, le plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, quand on regarde les stats nationales, ce sont les denrées avec la plus haute valeur ajoutée qui sont gaspillées. La viande et les légumes, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est ce qui est le plus gaspillé. Donc il y a intérêt effectivement à travailler là-dessus, à se remettre en cause, à faire bosser les cuistots, que les cuistots soient en capacité aussi de se poser des questions
parce qu'on a tous souvent tendance à montrer les enfants du doigt. Ah ben t'as gaspillé, t'as pas bien mangé. Oui, mais est-ce qu'on les a accueillis dans de bonnes conditions? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait en termes de présentation, en termes de goût, etc. Donc c'est important que les équipes soient en capacité de se remettre en cause. Alors ça s'appuie sur leur base, mais et ça joue effectivement sur le gaspillage alimentaire. Et puis on est nous maintenant à 99% de fait maison. Ça rejoint à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire eh ben oui, il faut des outils pour ça, une légumerie, du temps agent. Moi, quand j'ai demandé au gestionnaire de faire du fait maison, ben, il m'a dit OK, il n'y a pas de problème. Hein, moi aussi, je le veux. Par contre, j'ai besoin de temps agent. Donc voilà, on essaie vraiment de gérer ça au mieux, de façon à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Mais c'est vrai que le gaspillage alimentaire, on le réinvestit, comme ça a été posé dans la question, on le réinvestit dans la qualité alimentaire, bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'on pourrait aborder à nouveau cet aspect financier et puis un peu coût revient, etc. Comment on fait pour, notamment avec l'histoire des plats végétariens aussi, qui peut être une manière d'avoir un sous-coût finalement, et donc de réutiliser cet argent pour autre chose. Peut-être la même question sur le nombre de repas, vous l'avez dit, le nombre de repas servis par jour, et le coût revient, le prix des repas. Alors, le nombre de repas par jour, on est à 2800 repas par jour. Donc, période scolaire, il y a toutes les écoles, plus les haltes garderies. Après, c'est difficile de dire parce que nous, on a des écoles de 1 classe à 7 classes. Donc, voilà, les cuisiniers font en fonction de la cuisine qu'ils ont. Et s'ils sont en cuisine centrale ou dérogataire, effectivement, ça part vers des cuisines satellites. Donc, ça fait un petit peu plus de repas. On est à 1,80 en coût, en coût matière première pour un repas végétarien, 2,10 quand il y a des produits carnés. Le prix de vente aux parents est à 3,20. On n'a pas été sur le dispositif à 1 euro parce qu'on s'est posé la question, mais quand ce dispositif va s'arrêter, quel impact ça va avoir et comment on va pouvoir faire marche arrière? Pour dire aux parents, ben non, c'est plus 1 euro, on repart dans l'autre sens. Donc on a dit que non, on ne faisait pas. Et après, le coût global d'un repas chez nous, tout compris avec le personnel, on est à 8,50 €. Ok. Voilà. Et justement, donc on vient de dire qu'on pouvait gagner, enfin, ça pouvait être intéressant financièrement de passer à quelque chose de plus végétal. On parle de l'intérêt aussi de s'intéresser à la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui permet aussi de limiter, peut-être l'achat de trop grandes portions. Parce que finalement, c'est pas faire le tri, c'est pas seulement gérer l'après, mais c'est surtout l'amont, réfléchir à comment est-ce qu'on construit ces menus. Est-ce qu'il y a aussi un intérêt sur la communauté de communes pour ce sujet-là? Donc, ça fait très longtemps qu'on travaille sur le gaspillage alimentaire. On a commencé par des pesées avec les enfants en fin de semaine, à la fin de chaque repas et en fin de semaine, il fallait battre le record. Mais au bout d'un moment, on peut plus battre le record. Voilà, donc il faut faire autrement. On a plein d'idées qui arrivent, qui vont être travaillées sur les temps d'activité périscolaire. Voilà, de faire travailler les menus par les enfants, de faire des petites doses, des grandes doses pour que les enfants aient le choix. Parce que c'est vrai que des fois on les sert et c'est pas forcément la portion qu'ils veulent, donc ils gâchent. Au niveau économie, on a beaucoup travaillé sur nos cuisines. Est-ce qu'on les laisse en cuisine directe? Est-ce que ça devient des cuisines satellites? On a beaucoup investi en matériel. On a des frigos chauds. On a du matériel très spécifique qui sont moins énergivores. Voilà globalement ce qui a été fait sur le territoire. Est-ce que vous auriez une idée, c'est un peu technique, mais est-ce qu'il y a un gros impact sur la redirection des flux financiers vers l'approvisionnement local, de la gestion du gaspillage alimentaire? Est-ce qu'on aurait une idée de comment ça a pu faire évoluer l'apport financier je sais pas le chiffre exact. Non, mais on a diminué on a pas mal diminué, mais j'ai pas le chiffre là. Je pourrais l'amener, mais je l'ai pas. Par contre, j'ai vu dans les questions qu'il y avait par rapport à la loi Egalim, nous on est à 50% de produits locaux et 28% en bio. Je l'avais pas dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai que cette question de qu'est-ce qui est gaspillé, quelles sont les économies, enfin voilà, quand vous savez qu'une moyenne nationale, on dépasse les 100 grammes par convive, ça fait de l'argent, ça fait effectivement beaucoup d'argent. Alors, faudrait le calculer, mais on voit, on est presque à 100% de bio, à plus de 80% en tout cas.
on a un coût denrée, nous, qui tourne autour de 2,10 €, 2,20 €, vous voyez, donc on n'est pas très loin, après, en fonction des maternelles. Mais oui, le gaspillage alimentaire, c'est un levier économique important. Alors, enfin, moi, je vois une question là par rapport au GEMRCN. On pourrait en discuter longtemps, mais quelque part, le GEMRCN donne des préconisations. Est-ce qu'on peut dire ce que c'est que le GEMRCN? Oui, alors l'acronyme, je l'ai plus, mais en gros, c'est ce qui va donner les préconisations aux collectivités sur les fréquences alimentaires Et les grammages. et sur les grammages. Faut savoir une chose, c'est que l'État a donné les clés du camion quand même à un certain nombre de lobbying. Et c'est pas bon du tout. Donc du coup, nous, ça fait longtemps qu'on s'est dédonné de ça. On travaille avec une diète, voilà. Mais c'est vrai que sur les quantités notamment, sur les fréquences, on a quand même pas mal de marge de manœuvre. Donc encore une fois, on n'est pas dans l'application d'une loi. On est sur des recommandations. Pour les grammages, en tout cas. En tout cas pour les pour grammages. Les fréquences, on est sur. Oui. Mais sur les grammages, on est sur des recommandations. Alors peut-être qu'au niveau des fréquences, il y a des choses qui évolueront aussi, mais cependant, voilà, on a un repère. Nous, on travaille avec une diététicienne là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Même si on s'est emparé du plan alimentaire, ce sont les cuistots et le gestionnaire qui font les menus. C'est bien sûr sous le contrôle de la diététicienne. Donc voilà, justement pour éviter le gaspillage alimentaire, quand on fait une nouvelle recette, qu'on introduit un nouveau produit, on essaie d'abord de le présenter aux enfants. Notamment, alors moi je me retrouve beaucoup dans ce que tu as dit aussi sur les ateliers périscolaires. C'est vachement important de travailler avec les gamins, de présenter un légume, un produit, de discuter avec eux, de leur demander leur avis. Et donc du coup, on teste des choses. Et c'est vrai que quand on teste quelque chose, on fait attention à pas faire des quantités importantes. Et puis, on a quasiment des retours journaliers entre les équipes de terrain et les cuistots et le gestionnaire. Et ce qui fait que petit à petit, comme ça, on se cale. Quand ils font... Et comment il se fait justement, j'interromps, il y avait une question qui parlait, comment se fait ce retour régulier? Est-ce qu'il y a des cercles de communication qui existent? Ouais, ils ont mis en place une fiche de liaison, tout simplement, qu'ils font évoluer. Alors, ça marche comment? C'est rempli de façon manuscrite. Ok. Et du coup, voilà, c'est important qu'il y ait des retours en direct. Alors, on a des retours en commission restauration. On revient sur les menus précédents, échanges, etc. Mais il faut aussi ces retours en direct. S'il y a un problème d'assaisonnement, de choses comme ça, parce que du coup, ça permet effectivement d'ajuster au mieux. Et puis derrière, d'anticiper sur les futures commandes en disant, oui, ça, on va plutôt en commander un petit peu moins. Ça a bien marché, on va en commander un petit peu plus. Et ce qui permet effectivement d'être dans les justes mesures. Mais ça nécessite quand même effectivement des outils de liaison. Et puis encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, et je crois que c'est une culture qu'on a réussi à développer sur la couronne, c'est que chacun soit en capacité de se remettre en cause, de se dire je suis pas parfait. Et du coup, si on me renvoie quelque chose, c'est pas une critique, on m'attaque pas. Au contraire, on cherche à me faire progresser. Et quelque part, c'est une vraie fierté d'avoir pu quelque part développer cette culture du progrès, tout simplement. Voilà, il y a plein de recettes diverses qui ont été créées par eux. Les cuistots vont en salle, c'est important. Hein, tu le disais tout à l'heure, on a des producteurs qui viennent aussi régulièrement en contact des enfants. Voilà, et on est bien dans un système éducatif et non pas simplement un rôle nourricier. Si je peux juste me permettre, justement, pour aller dans le même sens, donc il y avait la question du gaspillage alimentaire. C'est important de travailler sur le gaspillage, mais en fait, ça doit s'insérer dans une démarche globale. On parlait de formation des cuisiniers, on parle peut-être de légumerie, on parle aussi de gaspillage, mais l'éducation, ça a aussi un rôle important. Et finalement, ce qui est intéressant, si on commence à travailler sur le gaspillage alimentaire, c'est d'aller aussi travailler sur l'éducation. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et là, Monsieur Bonnet, on n'en a pas forcément parlé très en détail, mais à la Couronne, il y a un coordinateur qui travaille sur les aspects éducatifs. De votre côté, vous avez aussi travaillé là-dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Si on veut aller plus loin, on a parlé du menu végétarien. Le menu végétarien, ça, pour ceux qui le font bien aujourd'hui, ça ne s'est pas fait en un jour. Ça ne se fera pas en un jour. De la même façon que de nouvelles recettes. Vous faites un repas à thème sans parler de végétarien. C'est des nouvelles recettes, c'est des nouvelles habitudes. Ça ne se fera pas en un jour. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui sont importantes à mener de façon assez globale. C'est bien, puisque du coup, je connais presque aussi bien que moi la restauration de la Couronne. C'est vrai que j'ai pas parlé de ce poste. On parlait du coût tout à l'heure, du coût d'un repas. Je parlais de 11 €, on parle de 8, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Nous, le temps dédié en salle, le temps agent, il est compté. Effectivement, on a fait le choix de recruter un éducateur, tout simplement, qui coordonne l'équipe en salle,
qui fait le lien avec les écoles, qui fait le lien avec les cuistots, avec les producteurs. On n'était pas obligé de le faire, hein. Donc c'est un plus. Mais qui a un rôle, effectivement, qui a un rôle essentiel. Et on voit bien que ça progresse au niveau des enfants. On aimerait bien que ça suive après au niveau ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau des collèges et des lycées. Mais ça, c'est l'investissement humain, par exemple, du coup, mettre des moyens humains, du coup, ça implique des moyens financiers derrière. C'est pas ouvert à tout le monde. Finalement, c'est des choses qui sont aussi peut-être qui se font pas à pas. Est-ce que vous avez donc tous deux des territoires qui travaillent dessus depuis 15, 20 ans. Enfin, ça remonte à loin. Quels sont pour des personnes qui souhaiteraient commencer actuellement, qui sont aux prémices de la réflexion, quelles seraient les premières choses à faire, peut-être pour pas avoir à recommencer l'ensemble de tester, de rencontrer des potentiels freins. Quelles sont les choses à éviter peut-être ou à investir tout de suite pour réussir? Je pense qu'effectivement, s'il faut démarrer avec plusieurs cantines, il faut quelqu'un pour coordonner. Donc nous, quand on avait démarré, on avait un cuisinier qui avait un petit peu pris la main, qui était très favorable à ce dispositif, et on avait recruté aussi, on avait passé un contrat avec sur notre territoire une personne qui a une épicerie bio et qui connaissait tous les producteurs et qui pouvait faire le lien avec les producteurs et amener des produits et persuader les producteurs de son côté d'adhérer à notre dispositif. Aujourd'hui, au bout de 15 ans, on a 2 postes et demi. On a le directeur général du service de restauration qui gère l'ensemble des cantines communautaires et qui fait le lien avec les élus. On a son adjoint et on a une personne là, parce on vient de prendre un logiciel EasyList pour faire les commandes plus en direct et gagner du temps, parce que ça, c'est vrai que c'est un poste qui prend énormément de temps. Voilà. Ça fait une bonne transition, je trouve. Il y avait une question tout à l'heure sur le suivi des achats. Alors là, encore une fois, hein, tout ce dont on parle, il n'y a pas une solution miracle pour une commune ou une collectivité. Il y a différentes solutions possibles. Donc là, le logiciel EasyList, c'est un logiciel qui est très bien fait et qui va permettre justement, alors qui permet plein de choses, mais notamment d'avoir les pourcentages de produits bio, de produits labellisés, de produits locaux éventuellement, etc. C'est un logiciel qui coûte. Donc là, dans votre cas, vous avez un nombre important de bénéficiaires, donc ça vaut le coup. Sur une petite commune, évidemment, ça va pas être le cas, mais il y a aussi des outils plus simples qui existent. Alors, il y a des restaurants scolaires où il y a un seul cuisinier ou une seule cuisinière qui fait son petit tableau Excel ou son petit tableau manuel et ça fonctionne. Elle regarde les factures, etc. Ça, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, il y a aussi des outils. Vous en avez sur le site Ma Cantine, des tableurs Excel qui ont déjà été préparés. Vous avez à compléter vos achats. Donc, vous mettez en fait le tarif, le type de produit, etc. Et ensuite, vous avez un onglet où le taux de produits bio, labellisés, etc. est indiqué. Donc voilà, vous avez des outils qui existent déjà. Je pense que les liens pourront être mis un peu plus tard dans le chat ou par mail. Et après, voilà, n'hésitez pas aussi à vous renseigner auprès des acteurs locaux. Il y a des choses qui existent. Donc en tout cas, ça c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais quand on veut rentrer dans une démarche d'approvisionnement de qualité, suivre ses achats, c'est important parce qu'on essaye de se fixer des objectifs, mais du coup, l'important, c'est de savoir où on en est. Donc, voilà, pouvoir calculer. Ça nécessite, pareil, des moyens humains. Alors, c'est pas toujours la même personne. Parfois, il y a des gens, des cuisiniers qui s'occupent de ce suivi. Parfois, c'est plutôt du personnel administratif. Donc, dans une commune, ça peut être un secrétaire de mairie ou une autre personne. Donc, après, ça, c'est à vous de voir en fonction de votre situation, qui est la personne la plus adaptée. Pareil, il faut qu'il y ait de la communication entre le cuisinier qui passe les commandes et la personne qui suit les achats, qui réceptionne les factures. Ça nécessite d'avoir du lien. Mais voilà, c'est des choses qui sont faisables. Dans les questions qui ont été posées, là, je lis en même temps, oui, la communauté de communes prend en charge toute la logistique pour l'ensemble des cantines, qu'elles soient communales ou intercommunales. Et ça, donc, pour faire le lien, vous avez tous les deux des ingénieries territoriales qui existent, qui sont les PAT, les projets alimentaires de territoire. Donc l'un sur la communauté de communes et l'autre, du coup, dans le Grand Angoulême.
Quel est le lien que vous avez avec ces deux instances? Est-ce que donc là vous parliez que le PAT était surtout axé sur l'agriculture, sur l'intégration agricole. Il y a une question. Va-t-il jusqu'à l'accompagnement à l'installation de producteurs locaux qui répondraient aux besoins alimentaires locaux? Alors, donc, nous, le PAT, il y a 4 lignes directrices. Il y a soutien aux projets agricoles, l'installation, transmission, reprise. On a un deuxième point sur l'accompagnement des filières en tension. Ensuite, on a un autre point sur l'accès et la consommation de produits locaux. Et enfin, le dialogue entre consommateurs, citoyens et agriculteurs. Donc, effectivement, il y avait une ligne directrice qui doit être renouvelée, parce que là, du coup, c'est pas ma direction, c'est la direction de l'attractivité économique et touristique qui gère ça. Il y avait des moyens qui avaient été mis pour aider les agriculteurs. D'accord. Et donc, il y a est-ce que donc pour l'instant, le lien est encore pas forcément identifié en tant que de travail sur la restauration collective et ce PAT ou... Alors, l'alimentation est mise en avant dans le PAT, mais c'est vrai que comme le dispositif Mangeons-Mélois fonctionne déjà très bien et qu'on peut passer effectivement, on peut communiquer ce que l'on a fait, que ce soit vers les EHPAD de notre territoire ou ailleurs. Là, effectivement, le PAT travaille plus sur la partie agricole et le fait d'installer des gens, d'aider à l'installation ou à la reprise de fermes. Vous complétez plus finalement. Oui, il y a un complément. Ok. Et parfois, c'est le PAT qui va permettre de créer un dispositif comme le nôtre de circuit court alimentaire. Là, c'est à l'inverse. C'est plutôt le Mangeons-Mélois qui a fait que le PAT, en fait, complète ce que nous, on a réussi à mettre en place au niveau de la restauration scolaire. Ok. Parce que je ne sais pas si non plus tout le monde est familier avec ce que c'est qu'un projet alimentaire de territoire. Donc, un projet qui est issu de la loi d'avenir de 2014 promulguée par le Programme national de l'alimentation. Ce sont des projets qui permettent sur un territoire d'identifier les besoins en agriculture, en alimentation. Donc ça dépend aussi un peu de l'orientation qu'a pris le PAT et de la conception sur laquelle il souhaite s'inscrire. En tout cas, c'est un projet qui se veut animateur de réseau aussi, qui souhaite mettre en lien des acteurs sur un territoire et donc qui peut faire bénéficier à son territoire d'une ingénierie intéressante, aussi d'un appui que ce soit en communication, financier parfois. Voilà, donc ça peut être aussi, on vous invite à aller sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine pour avoir l'ensemble des PAT en Nouvelle-Aquitaine, et peut-être que ça peut être intéressant de se rapprocher aussi de ces projets-là pour voir quels liens peuvent être mis en place ensemble. Justement, il y avait une question sur les acteurs. Enfin, il y en avait même plusieurs. Quels acteurs solliciter? Alors là, on parlait de la filière maraîchage, mais c'était aussi quels acteurs solliciter pour l'accompagnement. Donc, je pense que dans un premier cas, effectivement, c'est solliciter les personnes qui s'occupent du PAT, parce que normalement, les acteurs qui s'occupent du PAT sur un territoire sont les plus à même d'avoir une connaissance des acteurs locaux. Et ensuite, si vous n'avez pas de PAT, vous pouvez aussi solliciter des acteurs comme PQNA qui peut ensuite aller chercher, vous connaissez quand même très bien les acteurs de l'alimentation, donc vous pouvez renvoyer vers des acteurs de terrain. Vous pouvez aussi contacter des structures comme Interbio ou comme Bio Nouvelle-Aquitaine ou les chambres d'agriculture. Il faut savoir que sur tous les territoires, il y a des acteurs différents. Donc voilà, je ne pourrais pas vous citer tous les acteurs parce que typiquement sur la Charente, il y a des acteurs comme la Chambre d'agriculture ou la Maison des agriculteurs bio. Chez vous, il y a un CIVAM qui travaille aussi. Donc voilà, chaque territoire est différent, mais vous avez quand même déjà quelques portes d'entrée que je viens de citer qui peuvent être intéressantes pour ensuite travailler sur ces filières. Oui, si je peux intervenir juste par rapport au PAT. Nous, on fait partie d'un PAT Grand Angoulême. Quand ces structures existent, bien sûr, il faut se tourner vers elles. Par contre, on a quelque part un vrai problème sur des orientations de choix de société, de type d'agriculture.
et là c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Et je trouve que quelque part on est dans une vraie problématique. On voit bien ce qui est en train de se passer par rapport au glyphosate, c'est-à-dire que les scientifiques disent que le modèle agricole dominant il n'est pas durable. C'est prouvé scientifiquement. Et donc du coup c'est notre rôle, nous élus locaux, de quelque part de contribuer à cette transformation. Mais on se heurte à des murs. Et si on reprend le cas du PAT de Grand Angoulême, il y a des choses très positives qui s'y passent. Il y a un espace test qui existe, qui permet à des maraîchers justement de se tester et sur la production, enfin les techniques, et sur le modèle économique, travailler sur le foncier, etc. Mais cependant, politiquement, à un moment donné, on va dire que ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais il faut qu'on porte un choix de société. Et donc du coup, ce lien entre l'agriculture et l'alimentation, ce lien avec une notion de durabilité, il faut qu'on s'en empare et qu'on écoute les scientifiques. Relisez le volet agricole sur le rapport du GIEC et vous allez voir que le GIEC, encore une fois, le GIEC, c'est pas une ONG militante, hein, le GIEC. Il est très clair par rapport à ça. Il faut qu'on change de paradigme. On va bien regarder la guerre en Ukraine, ce qu'elle provoque à l'échelon international sur des potentielles crises alimentaires. L'idée de relocaliser, au contraire, c'est de protéger les autres territoires, parce que nous, on essaie d'être vertueux, de pas aller... là, c'est la question de ce qu'on appelle les externalités. On essaie d'être vertueux ici, mais il faut aussi qu'on mesure, quelque part, l'impact qu'on peut avoir sur d'autres territoires en consommant tel type ou tel type de produit. Voilà, donc il y a un problème de portage, j'ai presque envie de dire, de militantisme politique par rapport à tout ce que nous disent les scientifiques. Et pour clôturer ces échanges, justement, j'aimerais avoir votre avis sur comment ça s'est passé ou concernant l'essaimage de ce type de pratiques, finalement, la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est compliqué justement d'engager avec nous d'autres structures? Quel serait votre mot un peu de la fin pour donner envie à d'autres de vous suivre sur ces pas? Moi, je pense qu'il n'y a pas de taille de collectivité particulière. On peut être une mairie avec une école et travailler là-dessus, comme on peut être une énorme collectivité et travailler avec plusieurs écoles ou maisons de retraite. Voilà, il y a juste un moment et il faut savoir la quantité de matières premières dont on a besoin, de légumes, de fruits, de yaourts, rencontrer les producteurs et se mettre en place. Après, il ne faut pas non plus que chacun fasse de son côté, parce qu'à un moment, les producteurs vont être sollicités à droite, à gauche. Donc, il faut pouvoir un petit peu centraliser, mais il faut mobiliser les producteurs locaux, qu'ils aient confiance dans les collectivités, qui portent la logistique et qui doivent s'adapter au fur et à mesure. Et puis, il faut mobiliser les cuisiniers aussi. Je vous laisse. Ouais, ben, du coup, d'abord, beaucoup de fierté. On en retire beaucoup de fierté, beaucoup d'humilité aussi, parce que, encore une fois, c'est une petite échelle. Moi, par rapport à tout ce que j'ai dit, ce que je retiens et ce qui quelque part, me touche le plus, c'est que c'est une belle aventure humaine. Voilà, c'est vraiment un travail collectif qui a engagé plein de monde. Personne n'a jugé personne. On s'est fixé des objectifs collectifs. On a travaillé ensemble. Et du coup, ça a enrichi les relations humaines et on a une autre façon de s'interpeller mutuellement, les producteurs, les cuistots, les élus, les parents d'élèves, les enseignants. Et c'est hyper riche, ça. C'est vraiment très riche. Donc, merci pour ces échanges très riches. Juste peut-être pour préciser, il y a encore un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas répondu. On essaiera de toutes les reprendre et d'y répondre. Notamment, il y avait une réaction par rapport à la réponse qui a été donnée sur, justement, c'était un responsable de PAT qui posait la question de comment être accompagné, pas forcément renvoyé vers les PAT. On peut vous renvoyer vers d'autres PAT qui, eux-mêmes, ont des dispositifs et qui ont réussi à installer des maraîchers. Ou alors, en fonction de chaque territoire, comme le disait Ondine, il y a différents acteurs. Donc, ça dépend, mais on pourra vous répondre par la suite. Donc, l'ensemble sera... Enfin, je dirai un petit mot à la fin, mais en tout cas, voilà, ne partez pas frustrés de ce webinaire. Nous avons un compte rendu que nous ferons sous la forme d'un article et donc nous apporterons aussi des éléments de réponse à ce qu'il y a pu être dit dans le chat et l'onglet questions. Je vais laisser la place maintenant à Amandine Ribaud qui est en ligne, donc responsable de l'unité circuit court de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Alors, est-ce qu'on... Bonjour tout le monde.
Donc merci pour tous ces échanges. Enfin, c'est vraiment le souhait de la région d'encourager toutes ces synergies et merci PQNA pour cette organisation. Ce que je voulais conclure, c'est que la région est autorité compétente des aides aux agriculteurs, des entreprises agroalimentaires, donc elle peut soutenir tout ce qui est élevage, installation, maraîchage, tout ce qui contribue sur les territoires à fournir cette alimentation locale et bio. Et plus particulièrement l'unité circuit court qui est en charge le pacte alimentaire Nouvelle-Aquitaine et les aides aux circuits alimentaires locaux. On contribue à ce que les collectivités aient plus de bio, plus de local sur leur territoire via les aides aux agriculteurs, notamment en transformation, commercialisation de produits agricoles. Et on vient notamment en aide aux structures de conseil et notamment Interbio et l'Agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine qui organise mercredi prochain les rencontres professionnelles de la restauration collective publique. Donc les inscriptions sont encore ouvertes et vraiment, voilà, c'est le lieu pour prendre tous les bons conseils sur ces thématiques et pour suivre les échanges entre collectivités. Et je vais juste céder la parole à Geneviève Barra, élue régionale en charge du pacte alimentaire, qui est également là. Donc, que rajouter par rapport à ce qu'il dit à Amandine? Naturellement, nous, la région, comme vous le savez aujourd'hui, on est pilote de l'économie agricole, hein, et cette année, vous le savez, dans les transferts de deuxième pilier, nous avons récupéré la compétence installation agricole, ce qui est tout à fait novateur. Donc voilà, ça, je crois qu'il faut qu'on le sache, qu'aujourd'hui la région est très impliquée et pilote en partie naturellement l'agriculture, co-construit avec le monde agricole. Donc, que revenir de ce que j'ai entendu? Madame Sentier, je connais très bien, je suis depuis longtemps ce qui se passe du côté du Pays Mélois, très intéressant. Après, vous dire que nous, en ce qui concerne la restauration collective, aujourd'hui, nous, on a décidé de travailler à hauteur de nos lycées et de fédérer tous nos gestionnaires avec le couple gestionnaire chef de cuisine. Au passage, je pense que ça soit Madame Sentier ou Monsieur Bonnet, doit y avoir une reconnaissance importante du travail que font ces gens-là aussi. Donc, nous avons décidé de travailler avec les gestionnaires. Aujourd'hui, nous travaillons donc avec un organisme qui fédère tous les gestionnaires et qui travaille sur l'affinage de la commande publique, la qualité de la commande publique et qui a un potentiel de 60 millions de repas. Donc aujourd'hui, nos résultats sont 50% local en produits frais, dont 13% de local bio et 9% de local de bio externe. Donc nous, on met aussi le point que bon, le bio, il faut qu'il soit pourvu localement. Comme vous le savez, on a aussi un pacte bio. Donc, on est en train de mettre tous les étages de la fusée, dirons-nous, quand on a une vision plus massale des choses. Ceci dit, ce qui est possible de faire sur 600 repas, c'est beaucoup plus compliqué de le faire quand on a des repas, beaucoup plus de repas. Donc, en plus, il est difficile d'éviter le marché public et de faire du gré à gré. Donc, c'est très important de soutenir ces gestionnaires et le travail qu'ils peuvent faire avec le monde agricole, comme expliquait très bien Madame Sentier avec le sourcing, etc. Donc, juste 2-3 mots sur le pacte alimentaire. C'est un pacte qui a été signé avec l'amont et l'aval de l'agriculture, puisque nous y retrouvons aussi la grande distribution, nous y retrouvons plein de partenaires avec qui nous avons co-construit des actions en leur demandant ce qu'ils sentaient pour travailler ensemble, avec un but que c'est une relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation, une inquiétude sur la souveraineté alimentaire aussi, je crois qu'il faut se la poser. Et donc les objectifs, c'est remettre de la valeur ajoutée dans tous les circuits alimentaires, produire une alimentation locale, régionale et saine et durable, et que l'on puisse accéder, les lycées, la restauration privée, qui est aussi dans le pacte alimentaire, que tout le monde puisse accéder à cette alimentation. Donc,
un objectif, des produits locaux en grande quantité, une formation agricole aussi exemplaire. Nous avons décidé que tous les lycées devaient travailler sur le bio, travailler sur les circuits courts et sur une agriculture, un nouveau modèle d'agriculture. La relation de proximité qui peut se faire entre les agriculteurs et les consommateurs, voilà, priorité aux produits locaux dans la restauration collective et l'ensemble des territoires impliqués. Donc, ce que je vais rajouter, c'est que c'est toujours, rien ne se passe tout à fait, vous savez, les difficultés qu'ont vécu les gestionnaires, les agriculteurs par rapport à ce que disait Monsieur Bonnet sur la guerre en Ukraine, le problème de l'inflation qui peut être problématique. Nos gestionnaires, malgré les problèmes d'inflation, on a eu les résultats dernièrement, ont maintenu la pénétration de ces produits, mais ceci dit, il faudra très vigilant sur tout ce qui va se passer par rapport aux produits. Et d'ailleurs, nous avons un barème de produits et nous avons beaucoup de contacts avec nos gestionnaires par rapport à sentir cette inflation, parce qu'il y a quand même dans le code de marché des publics des problèmes de révision de prix, parce que vous n'engagerez des agriculteurs. On sait que un marché public, ça paraît compliqué, mais c'est un contrat. Et vous n'engagerez des producteurs de l'agroalimentaire que s'il y a une possibilité de révision de prix, donc qui existe normalement dans la loi, mais ça va être très affûté et très difficile à suivre si le contexte de l'inflation qu'on nous annonce pour plusieurs années continue. Voilà. Merci. Merci à vous, Geneviève, pour cette intervention et cette conclusion. Je vais laisser la parole maintenant à Hugues Cruz, chargé de mission alimentation à la direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, la DRAF Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous et à toutes. Et tout d'abord, je pense qu'il faut remercier vraiment PQNA pour l'organisation de ce type de plateau, pour réaliser vraiment l'investissement des élus dans cette thématique primordiale qui est l'alimentation locale, durable et de qualité. Et donc, dans tout ça, l'État, il a fixé des objectifs très ambitieux avec Egalim et puis climat résilience, bien sûr. Et donc, nous, la DRAF, on est là, on essaie d'accompagner, on accompagnera toujours d'ailleurs tous les acteurs, on les a évoqués tout à l'heure, et bien sûr tous les élus, pour parvenir à cette transition alimentaire. Et notamment, on l'a évoqué, Madame Barat l'a évoqué, toute cette difficulté sur les marchés publics, notamment cette idée de réussir à concilier la recherche du bio, du local et de la qualité, et en même temps de respecter la commande publique. Je pense à un outil qui récemment a été proposé par l'association 3AR, qui est en charge d'aider à passer des marchés responsables. L'association 3AR propose maintenant un outil qui s'appelle le closier Egalim régional, qui est disponible sur son site. On pourra peut-être le mettre sur les liens. Voilà, donc ça c'est très important évidemment, cette restauration collective. Elle représente 4 milliards de repas en France et c'est évidemment un levier incontournable et il faut s'en servir. Voilà. Pour aller dans le concret et dans les jours prochains, il faut évidemment participer aux deux événements qui ont été évoqués tout à l'heure, que sont d'abord la semaine prochaine le salon des professionnels de la restauration collective à Saint-Junien, en Haute-Vienne. Donc ça, il faut y aller nombreux. Il y a des ateliers, il y a des conférences. Il y a évidemment des producteurs locaux qui participeront. Je crois qu'il y a 57 fournisseurs, donc très intéressant pour tous les gestionnaires de cantines et les élus. Donc, le deuxième rendez-vous, c'est, on l'a évoqué aussi, le forum des acteurs du pacte alimentaire qui se tiendra à Artigues, donc en Gironde, le 14 et 15 novembre prochain. Là aussi, il faut y aller. C'est un rendez-vous important pour un point d'étape sur cette démarche État-région qui est le pacte alimentaire.
Et là aussi, il y aura des conférences très intéressantes et des ateliers auxquels vous pouvez vous inscrire. Mais bon, je pense qu'on l'a dit, il y a tous les liens qu'il faut sur le site. Donc venez nombreux à toutes ces manifestations. Merci beaucoup Hugues pour la promotion de ces événements. Et effectivement, vous pouvez avoir accès à l'ensemble des événements de PQNA, mais aussi du réseau dans l'agenda du site internet. Vous retrouverez tout ça dans le chat. Pauline s'occupe de vous mettre les liens. Donc pour clôturer ce webinaire, je vous remercie déjà, vous participants, de vous être connectés, d'avoir alimenté le flux de questions. Je remercie nos intervenants pour la qualité des échanges que nous avons eus, à la région qui était en ligne, et puis à Hugues pour sa présence aujourd'hui pour représenter la DRAF. Merci à Alexia pour la co-animation de cette table ronde. Merci à l'ensemble des techniciens qui se trouvent derrière au studio Limelight. Un compte-rendu sera effectivement disponible prochainement. Donc le replay de ce webinaire, accompagné d'un article qui reprendra les différents points qui ont été abordés aujourd'hui. Il vous sera diffusé via notre site internet et vous aurez aussi l'information dans notre lettre d'information avec la liste des participants et pour vous permettre de vous mettre en lien, faire du réseau. N'hésitez pas non plus à partager ces ressources et à bientôt pour de nouveaux événements ensemble.